Bonjour à tous, voilà, très heureux de vous accueillir pour cette magnifique journée après 2 jours de tempête. Très heureux d'avoir le ciel bleu avec nous. On va passer une journée passionnante pour cette nouvelle édition du Sustainable Mobility Forum. Alors, c'est une édition vraiment qu'on a voulu centrer autour de l'impact, autour de la ville durable. Avec, vous le verrez, dans le hall des innovations, beaucoup d'entreprises innovantes. Et ce que je fais chaque année, l'idée, c'est de démarrer avec vous autour de grandes tendances que le Hub Institute observe et qu'on est heureux de vous partager. Des tendances que nous avons observées dans le cadre de notre déplacement au CES de Las Vegas, à la NRF de New York. Nous étions aussi à l'Expo universelle de Dubaï et il y avait 1 ou 2 trucs assez intéressants. Et puis plus globalement, nos équipes Insight qui sont ici à gauche travaillent à l'année sur les différentes tendances qui sont à activer et qu'on partage du coup dans les différents reports qu'on partage à nos membres. Alors pour démarrer, tout d'abord, il y a 3 grands axes dans cette transition écologique. Et le premier, c'est effectivement de renforcer la performance environnementale, bien évidemment. Le deuxième point, c'est effectivement d'adapter les territoires au changement climatique, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, bien sûr, d'améliorer le cadre de vie des gens. C'est vraiment les 3 gros axes sur lesquels tout le monde travaille. Alors, comme vous le savez, il y a eu effectivement le plan annoncé par la Première ministre, le plan d'investissement à 100 milliards. Il reste encore beaucoup de points à préciser qui sont présentés ici. C'est des sujets qu'on suit parce qu'on voit très bien l'impact que ça peut avoir sur nos territoires. Et aujourd'hui, justement, on aura un certain nombre de témoignages d'acteurs locaux, d'acteurs engagés qui sont directement intégrés dans cette démarche. Alors, un des points, une des grandes annonces de ces derniers mois, c'est le projet de RER métropolitain. Donc ça, c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle. Ça va demander encore des années, soyons clairs. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant de voir qu'on bascule une logique vraiment centrée autour de Paris. Et post-Covid, on est dans l'accompagnement des métropoles régionales pour augmenter leur influence et leur autonomie. Alors, ce qui est aussi intéressant et en même temps assez stressant, c'est cette deadline de la ZFE, donc la zone à faible émission, puisqu'on voit qu'à la fois la date se rapproche et à chaque fois qu'elle se rapproche, on décale la date. Donc, à un moment, il va falloir y aller. On voit aussi qu'on n'avait peut-être pas tout calculé, donc 3 angles qui sont qui ne sont pas assez intégrés. D'abord, c'est l'impact social que ça va avoir. Prenons par exemple les artisans qui ont des vieilles fourgonnettes qu'ils n'ont pas réussi à refinancer, Covid et tout, qui ne peuvent pas rentrer dans Paris dans 1 an et demi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, Paris, c'est quand même une des villes les plus touristiques du monde. Donc, si vous avez des voitures étrangères qui rentrent dans Paris et qui reçoivent, comme moi, quand j'étais à Florence cet été, une amende de 500 € parce qu'ils n'ont pas compris quelle était la rue qui était dans la ZFE, quelle était la rue qui n'était pas dans la ZFE, ça fait un souvenir de vacances, n'est-ce pas? Ou vous avez vu l'article des Français, pareil, en Angleterre, qui étaient en vacances cet été, qui n'ont pas compris, pareil, les histoires de ZFE et qui ont reçu des milliers d'amendes. Ça, c'est le deuxième sujet. Et enfin, on ne l'aborde pas assez, le troisième problème, c'est d'un point de vue technologique. C'est-à-dire, quelle est la technologie qui va vraiment permettre de suivre et d'intégrer toute cette complexité d'accès ou pas à la ZFE. Donc il faut y aller, clairement, mais ça va demander encore un peu de temps et un peu d'ajustement, avec bien sûr, comme vous le voyez ici, Paris et Lyon en ligne de mire. Alors là aussi, c'est encore un autre chantier, c'est la fameuse fin du moteur thermique. Et donc là aussi, il y a pas mal il y a beaucoup de choses contradictoires actuellement, puisque vous allez avoir, d'un côté, vous allez avoir pas mal de grands constructeurs qui sortent dans cette direction, d'autres qui commencent à freiner, et puis du coup les pays qui s'en mêlent parce qu'ils voient les risques sur l'emploi. Donc c'est pas évident. Au début, c'était que certaines voitures de sport qui pouvaient continuer à faire des moteurs. Et puis il y a eu le Covid. Et après le Covid, il y a aussi la crise que vous connaissez autour de l'énergie. Et quand vous voyez un pays comme la Suisse qui dit on vous demande de ne plus recharger vos voitures électriques parce que l'électricité coûte trop cher, on leur dit dans ce cas-là, on reste sur la voiture thermique. Vous voyez ? Donc il y a eu des annonces locales contradictoires là-dessus, et donc c'est quand même assez stressant. Donc il va falloir suivre ça de près, mais clairement c'est une des meilleures pistes de décarbonation des villes, donc il faut continuer à l'accélérer. Mais voilà, vous voyez, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie aujourd'hui sont quand même dans beaucoup de discussions là-dessus.
Donc la voiture reste, comme vous le savez, le moyen de transport privilégié des Français. Et donc, il y a vraiment cette logique d'accompagnement dans le véhicule électrique, dans le véhicule vert, et puis bien sûr dans le transport public. On aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. Et puis après, il y a effectivement cette courbe. Alors cette courbe, nous on la connaît au Hub depuis des années. Donc on l'a connue, on disait que le croisement entre le prix d'une voiture électrique et d'une voiture technique, ça serait en 2022. Après, on a connu la courbe qui se croisait en 2024. Là, elle se croise en 2026. Je vous donne rendez-vous dans 1 ou 2 ans, voir si elle ne se croise pas en 2028. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les volumes augmentent et donc les prix baissent. Il y a une annonce intéressante d'Elon Musk hier sur son deal avec BYD. BYD, j'aurai l'occasion d'en reparler. C'est un des premiers constructeurs chinois. J'ai eu l'occasion d'aller les visiter à Shenzhen. Assez impressionnant. Vous visitez l'usine. Le showroom, pardon, vous démarrez à gauche par les batteries de Nokia qui faisaient il y a 15 ans, et vous finissez à droite par une rame de train. Et entre-temps, ils font les bus impériaux à Londres, les voitures et tout. Donc ça fait partie des secteurs extrêmement dynamiques de la batterie et de la mobilité qui sont devenus des leaders mondiaux. Et c'est intéressant de voir que justement Tesla a un accord stratégique avec eux au niveau de la batterie et qu'il est très très important parce qu'on voit comment on utilise le lithium aujourd'hui. Ces deals-là sont très importants. Alors la part de l'électrique reste minoritaire dans la vente de véhicules neufs en Europe, on le voit, à part la Norvège bien sûr. Mais la Norvège, ils sont tellement riches déjà avec le pétrole et le gaz qu'ils ont des incitations fiscales qui font que tout le monde veut s'acheter une voiture électrique là-bas et que l'État subventionne. Mais sinon, ça reste quand même marginal. Enfin, c'est pas marginal, mais c'est pas extrêmement. Attendez, je remets le slide si vous voulez. Voilà, ça reste minoritaire. Alors évidemment, on ne peut pas avancer dans ces échanges sans intégrer du coup la puissance et l'avènement du vélo. Cette photo, je pense qu'il y a 5 ans, elle leur a dit ah ouais, mais ça c'est les Hollandais ça. Nous en France, on n'a pas une culture vélo, vous voyez. Et puis il y a le Covid, et puis après, on voit comment le vélo a explosé du coup dans les métropoles, comment c'est devenu un moyen d'usage vraiment quotidien à Paris, aidé par les installations franciliennes d'ailleurs, il n'y a pas que Paris, pour sécuriser. Il y a toujours le problème des vols, mais bon, il y a pas mal de technologies qui arrivent pour quand même localiser les vélos, ainsi de suite. Le vélo, du coup, en free floating. Donc il y a beaucoup d'initiatives, et on voit que les usages se maintiennent. Et ce qui est très intéressant, on a l'occasion de recevoir en milieu de matinée, je vous recommande d'être là, le maire adjoint de Bruxelles, qui est vraiment un visionnaire sur toute cette partie-là, qui a mis en place du coup les zones 30 km/h, qui a mis en place les zones vélo. Donc ça sera intéressant. Ils sont toujours un tout petit peu en avance par rapport à nous, Bruxelles, sur ces points-là. Donc n'hésitez pas à participer et à être là à son intervention. Alors nous, les 8 tendances qu'on suit pour l'année 2023, d'ailleurs, notre rapport mobilité sortira dans quelques jours à l'issue de cette conférence. C'est vraiment ces 8 grands sujets autour de l'électrique, effectivement, de la recharge, de l'hydrogène, on aura l'occasion d'en parler aussi, de tout ce qui est véhicules autonomes. Il n'y a pas que les véhicules sur route, il y a aussi toute la partie AGV, industrie et autres. Voilà. Et puis après, vous avez les véhicules volants, vous les verrez sur les Jeux Olympiques l'année prochaine avec l'initiative à Pontoise. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et puis, quelques tendances que je vais présenter maintenant. Donc, tout d'abord, ça, c'est vraiment un des phénomènes qu'on a vu aussi au Salon au Mondial de l'Auto cette année et aussi au CES, c'est l'avènement de nouveaux constructeurs. Donc là, on le voit dans les véhicules, les scooters à 2 roues. Donc là, maintenant, c'est massivement électrifié. Et évidemment, c'est encouragé par la réglementation locale. Il y a cette logique aussi de maintenir quand même un design attractif, de faire des protos, pour continuer à maintenir un engagement fort. Et on le voit ici, c'est très important, c'est ce que j'évoquais, c'est que la Chine est en tête du coût des ventes des voitures électriques. Donc forcément, ils ont des coûts at scale qui sont plus faibles et du coup, ils ont une capacité à se développer à l'international avec des prix assez faibles. On le voit, c'est quand même impressionnant de voir en plusieurs années comment le marché a explosé, vous voyez, entre 2018 et 2022. Avec un marché américain qui n'est pas en croissance très importante. Ce qui est assez intéressant pour ceux qui étaient au CES cette année, c'est la manière dont les constructeurs américains font la promotion des véhicules électriques. À aucun moment, ils présentent ça comme quelque chose d'opportun pour la planète. Ils parlent juste du confort de conduite. En fait, le vivre ensemble, c'est pas trop la culture, c'est juste le confort pour soi et autres. C'est assez impressionnant sur les stands américains. Et après, quand on bascule sur des stands européens, là, il y a vraiment l'impact environnemental qui est mis en avant. Alors du coup, on se retrouve ici avec justement quelques constructeurs chinois comme
qui étaient présentés, donc des modèles assez innovants à Paris. Là, vous avez, j'en ai parlé il y a quelques minutes, BYD, hein, qui est vraiment impressionnant, qu'il faut vraiment que vous puissiez suivre de près, parce qu'ils avaient fait une tentative, enfin ils étaient rentrés en France avec les bus à Lyon, mais ça n'a pas trop marché. Mais c'est des acteurs, et aujourd'hui, clairement, dans leur lancement en Europe, les prix pratiqués sont bien au-dessus des prix des voitures qui vendent en Chine. Donc je pense que c'est, je sais pas, c'est pour pas casser le marché, mais bon, voilà. Là, vous avez Aura, voilà un autre exemple de véhicule. Et puis, vous avez encore d'autres exemples de véhicules électriques. Alors ça, je voulais en parler il y a deux secondes, c'est VinFast. Donc ça, c'est un constructeur du coup vietnamien, extrêmement innovant, basé uniquement sur l'électrique. Ils ont ouvert une succursale à Paris, ils ont recruté pas mal de personnes de BMW France, et donc c'est intéressant parce qu'ils sont à fort développement avec pas que de la mobilité. Voilà, on en parlait il y a quelques instants, c'est toute la partie autour de l'hydrogène. Donc on a vraiment en France cette spécificité autour de l'hydrogène en lien avec évidemment nos centrales nucléaires qui arrivent à produire une énergie décarbonée à faible coût, et la capacité derrière d'utiliser le vecteur hydrogène comme potentiellement justement acteur de ces différents supports acteurs de mobilité comme on voit ici, Opium et autres quoi. Voilà, alors ça c'était à Dubaï, donc c'est une autre vision aussi, c'est une entreprise française qui a vendu ce train, donc c'est à air comprimé. On va lancer la vidéo qui s'appelle MDI. Voilà, donc en fait, il peut transporter jusqu'à 30 passagers et il fonctionne à l'air. C'est incroyable. Donc c'est un moteur à air comprimé. Donc vous voyez juste derrière le conducteur, vous avez une centrale qui compresse l'air ambiant et qui le transforme en énergie et qui du coup fait activer le moteur. Donc aujourd'hui, on échange avec cette entreprise et ils bossent actuellement sur des projets de petites voiturettes, un peu comme les voitures de golf, mais électriques, pour les municipalités, pour les services de la ville, et ainsi de suite. Et donc, je vous donne rendez-vous avec eux bientôt, puisqu'on échange avec eux. Voilà, pour finir, il y avait évidemment la partie solaire. Là, on le voit, de plus en plus d'entreprises commencent à intégrer les panneaux solaires sur le toit. Il y avait Océane, évidemment, qu'on a vu au CES. Et là, vous avez d'autres entreprises autour du solaire. Et puis, l'autre sujet, c'est bien sûr la voiture autonome. Donc là, on a eu l'occasion de se rendre à Détroit en janvier dernier, chez General Motors, et du coup, de voir ces véhicules qui s'appellent Cruise. Donc, c'est pas qu'un véhicule, c'est une application mobile et qui vous permet de réserver du coup comme un taxi, un Uber ou autre, directement de votre téléphone. Et le véhicule arrive, il est vide, il n'y a pas de conducteur. Et donc, vous montez à l'arrière. Là, vous confirmez sur le siège votre direction et la voiture part directement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas des prototypes, c'est des choses qui fonctionnent tous les jours aujourd'hui à San Francisco. Et à Détroit, on a eu l'occasion justement de voir les véhicules, la manière dont ils étaient en train justement de le préparer. Ça, il faut vous dire que c'est la version 1. C'est des véhicules qu'on a tous connus, qui étaient faits à la base pour des passagers et avec des conducteurs, bien sûr. La prochaine version de Cruise, ce sont plutôt des véhicules qui ressemblent à ça, à gauche, c'est-à-dire des véhicules qui n'ont pas de sens, où on peut s'installer dans le sens de la marche ou pas dans le sens de la marche. Et pareil, vous rentrez dedans, vous pouvez être 4 ou 6, et la direction a déjà été commandée et il vous amène directement à destination. Voilà. Donc ça, c'est des choses effectivement qu'on a vues aussi cette année. Voilà. Mais ça sera Cruise, deuxième version qui sortira. Alors, les véhicules volants, donc à chaque fois ça fait sourire, mais c'est vrai que ça avance quand même. Et donc je vous recommande vraiment de suivre celui de droite, Vélocopter, puisque vous avez un test qui est en cours d'essai à Pontoise, qui a été désigné comme ville pilote, avec l'autorisation de la DGAC pour faire des vols entre du coup Roissy et Pontoise pendant les Jeux Olympiques et de recevoir éventuellement des athlètes, des pilotes et tout dans cette direction-là. Donc ça sera des choses qu'il faudra voir. Voilà. Alors, je voulais effectivement vraiment intégrer ce slide. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé de technologie jusque-là, on a beaucoup parlé d'intelligence et autres, mais, et je le dis souvent, il ne faut pas oublier le côté irrationnel et le côté émotionnel du conducteur, de la voiture, l'automobile, la mobilité. Et donc ça, c'est une technologie qui permet en gros, en fonction de votre heure de la journée, de changer la couleur de votre véhicule directement depuis votre téléphone.
Donc le matin, vous voulez un véhicule blanc, le soir un véhicule noir, rouge, vert, jaune, je ne sais pas. Et donc c'est intéressant de voir que vous avez deux constructeurs différents, donc BM et Volkswagen, qui se sont positionnés là-dessus et qui font des essais pour voir ce que ça pourrait donner demain si on l'intègre dans les développements. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Maintenant, je vais vous présenter rapidement les différents grands rendez-vous de ces prochaines semaines. Tout d'abord, pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, on en a un petit peu parlé, et à la data, on aura un rendez-vous mi-avril, le forum Data et AI que nous organisons, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous inscrire. Et puis on se retrouvera ici au mois de mai autour des leaders de l'impact, la partie plus corporate, entreprise, acteurs engagés. On aura une autre conférence annuelle sur le futur du travail, de l'emploi et du workplace qu'on fera en juin, le 1er juin. Et puis on se retrouvera chez nous au Hub autour des énergies. On parlera décarbonation, on parlera effectivement solaire, hydrogène et autres. Et puis on se retrouvera ici à la rentrée pour l'événement Cities comme chaque année. Voilà.